Retrouvez chaque semaine les lauréats des prix de l'inspiration en ESS. Une série d'émissions réalisées avec la Fondation Crédit Coopératif. L'association Apleat ACEP, qui intervient depuis 40 ans auprès des personnes en situation d'exclusion, souhaite aujourd'hui accompagner la réinsertion professionnelle des jeunes de 18 à 25 ans en errance, autrement dit en grande précarité et consommateurs de substances licites, l'alcool, les médicaments détournés ou illicites. Un programme intitulé Tapage, acronyme de travail alternatif payé à la journée. Nous allons en parler avec Pascal Neveu, directrice territoriale du Loiret, et Rémi Sablon, qui est animateur de ce projet Tapage. Bonjour à tous les deux. Avant de rentrer dans les détails de ce programme, Rémi Sablon, j'aimerais que vous nous disiez à quel type de problèmes sont confrontés les jeunes à qui vous voulez vous adresser à travers ce programme. Eh bien bonjour. Alors le type de problème il est lié à la description que vous avez fait en préambule là, à savoir donc nous on s'adresse à des jeunes de 16 à 25 ans en grande précarité, en errance et consommateurs de substances psychoactives. Donc la rencontre de ces ça a quoi comme conséquence en fait sur la vie quotidienne? Alors les conséquences, c'est là où j'allais en venir, c'est que croiser ces trois problématiques génère quand même un terreau très fertile par rapport à de la précarité, de la précarité émotionnelle, de la précarité financière. Donc, globalement, concrètement, ça va se traduire par des jeunes qui possiblement sont sans domicile fixe, ou du moins dans des errances, dans des hébergements très précaires. Donc, soit des hébergements amicaux. Il arrive aussi que certains puissent être encore chez leur famille, mais chez laquelle ça se passe quand même pas très bien. Concrètement, il s'agit aussi de jeunes avec des problèmes liés avec la justice. Ouais. Donc un grand nombre des jeunes accompagnés dans le programme nous sont orientés par le SPIP, donc le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc je dirais les problématiques concrètes, c'est surtout une galère du quotidien. Donc une galère aussi pour manger, une galère lié aussi à des problèmes pour communiquer, liés à la gestion des émotions, une galère pour tout ce qui est besoin au final très très primaire, donc manger se dédie, communiquer, se vêtir, l'hébergement qui est souvent un problème où donc en résumé, ils sont en grande difficulté, donc on comprend donc mieux l'importance donc de ce programme. Expliquez-nous en quoi il consiste concrètement. Alors ce programme en fait, il consiste à un accompagnement global à seuil adapté. C'est une espèce d'entre-deux là entre l'errance, la précarité et le monde de l'insertion professionnelle. Donc on va commencer en fait par la phase 1, qui est une phase de prise de contact, où on va simplement proposer à des jeunes de venir travailler 4 heures. Et à la fin de la journée, ils seront donc directement rémunérés. Donc c'est un travail, j'allais dire un vrai travail entre guillemets. Il s'agit d'heures déclarées. On va signer un contrat de travail. Il y aura une fiche de paye. Donc tout ça, ça donne aussi quand même un sens à ces 4 heures. Et pendant 4 heures, ils ont une place parce que travailler, ça donne une place. Oui, c'est bien sûr, c'est une première étape d'insertion sociale. Mais expliquez-nous quel est l'intérêt d'avoir un règlement à la journée? Alors l'intérêt, c'est surtout que c'est la gratification immédiate qui va permettre de subvenir aux besoins immédiats, tout simplement. Je dirais le programme ne marcherait pas si la rémunération était faite en fin de mois, comme tout à chacun. Voilà, et surtout qu'il y a aussi un certain nombre de ces jeunes qui n'ont pas forcément de compte bancaire, de choses comme ça. Voilà. Donc là, c'est court, c'est clair, c'est simple. À la fin de la journée, si le travail a été fait, il y a le règlement et puis ça permet d'être très concret, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Ça rend, c'est une approche extrêmement pragmatique. Et l'idée, c'est que ça puisse être encadré par un travailleur social. Et ce travailleur social, avec l'idée qu'il va travailler avec ces jeunes, en faisant avec, qu'il puisse aussi derrière se faire identifier comme personne ressource et pouvoir, le cas échéant, saisir la demande des personnes qui fréquentent le programme. Donc si je vous comprends bien, c'est un programme en plusieurs étapes en fait. C'est un programme en plusieurs étapes, tout à fait. Donc là, je viens de vous décrire la première étape. Une fois que les jeunes sont prêts et sont en demande par rapport à se faire accompagner sur les différentes problématiques, on va pouvoir passer à la phase 2, donc qui est la phase de prise en charge, où on va mettre à plat la situation administrative, essayer de rétablir tout ce qui est droit commun, s'intéresser à la question de l'hébergement. Et en parallèle, on va augmenter
le nombre d'heures de travail ainsi que l'autonomie, sans excéder 2 à 3 jours grand maximum. Voilà. L'accompagnement l'accompagnement dans le programme, il est extrêmement individualisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles communes pour les publics. On s'adresse vraiment à des publics en grande difficulté, donc on est vraiment sur un très bas seuil d'accès. C'est adapté à chacun, quoi, j'imagine, au regard des problèmes multiples. Il faut effectivement adapter à chacun, il n'y a pas une temporalité définie, c'est-à-dire que pour un tapage, ça ne dure pas 6 mois ou 8 mois, ou voilà, c'est en fonction de l'avancée de chaque jeune. C'est quoi le défi ultime? C'est essayer de leur faire retrouver très progressivement une forme d'autonomie, quoi. Le défi ultime, c'est surtout de pouvoir un peu les réconcilier avec les institutions, de pouvoir leur permettre un accès au droit, de travailler sur les 4 aspects, et l'aspect médical, psychologique, éducatif et social. Voilà. C'est à terme, c'est vraiment la réinscription dans le droit commun. Quand vous dites médical, ça veut dire qu'il y a un parcours de soins qui est mené de manière complémentaire aux autres accompagnements. Oui, s'il y a des besoins qui sont détectés, effectivement, il y a un accompagnement sur cet aspect-là, soit fait dans notre centre de soins, soit après fait avec le sanitaire, donc la médecine de ville, des choses comme ça. C'est un programme qui a été expérimenté à Bordeaux, si je ne me trompe pas. Quel retour d'expérience vous avez sur ce projet? Les retours sont quand même extrêmement bons. Donc ça a été une évaluation qui a été commanditée à l'époque par la mission internationale de lutte contre les toxicomanies. Et globalement, a été évalué quand même un taux de sortie positif, donc positif, c'est-à-dire pérenne dans le temps, à 45%. Et on est sur un taux qui est largement supérieur au dispositif existant avec ce public-là. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement positif parce qu'on est vraiment sur une approche extrêmement pragmatique qui fait que on va avoir des propositions qui collent au parcours de vie des publics qu'on accompagne. Oui, là, il y a une stratégie politique, mais on n'est pas dans les grands discours, on est vraiment dans le pragmatisme, quoi. C'est ce qui fait que ça marche, j'imagine. Oui, une stratégie politique, je sais pas, parce que le politique est partout. Non, mais voilà, une stratégie globale, quoi. Mais la réalité du terrain est primordiale, quoi. La réalité est primordiale, tout à fait. C'est pour ça que le programme est quand même grandement soutenu par les pouvoirs publics, sachant qu'il a été intégré à la stratégie de lutte contre la pauvreté et toutes les formes de précarité, lors des annonces faites par le président de la République là, en octobre 2018, parce que c'est un programme qui marche. Voilà. Donc ça veut dire que ça va se développer? Comment vous envisagez l'avenir là sur ce programme? Alors l'avenir, en fait, ça veut dire de développer des perspectives et surtout d'arriver à pérenniser l'action. Maintenant, sachant que nous, on est un porteur local, mais il y a une association nationale qui s'appelle Tapage France, qui est vraiment en charge de l'accompagnement des porteurs de projets sur le local. Et je pense qu'il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que c'est grâce à l'expérimentation qui a été faite sur Bordeaux, menée par le CEID, donc une autre association comme la nôtre, qui a pu vraiment émerger ce programme. D'accord. Au début, ça a été quand même vraiment pas simple, il y a eu des grandes difficultés, notamment d'adapter le modèle de tapage au Code du travail français. Donc ça a pu se faire pas évident, effectivement. Mais des solutions ont été trouvées grâce au soutien de la mairie de Bordeaux ou d'acteurs privés, du Institut de Mécénat, la Fondation EDF, la Fondation Auchan. Et donc grâce à ça, il y a eu cette première expérimentation et petit à petit ça s'est séminé sur le territoire. D'accord. Pascal Neveu, au-delà de ce programme tapage qui est extrêmement intéressant, on l'a compris, votre association qui emploie 135 salariés, si je ne me trompe pas, mène des actions toute l'année auprès des mineurs et jeunes majeurs. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de ce que vous faites? Alors, au niveau de l'association donc qui intervient sur le département du Loiret, du Cher et du Loiret-Cher, en fait, nous avons plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux qui s'adressent à un public effectivement dans un continuum prévention, intervention précoce, réduction des risques et puis soins accompagnement, dont l'accompagnement hyper spécialisé, c'est-à-dire qui suit les personnes sous forme d'un parcours en fait de progression, si tant est que certains, bien évidemment, et fort heureusement, arrêtent sans rentrer dans la dépendance. Alors, pour ce faire, donc, on a plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux. Donc, on a un pôle d'addictologie
avec effectivement des prises en charge en ambulatoire, donc sous forme de rendez-vous ou d'accueil inconditionnel du lundi au vendredi, donc assuré par des équipes pluridisciplinaires, donc avec aussi bien des travailleurs sociaux, psychologues, médecins, et puis infirmiers, et également des établissements donc de soins résidentiels, donc là qui accueillent des personnes avec une proposition d'hébergement prévue dans la démarche de soins, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui viennent sur une durée qui peut aller jusqu'à 12 mois consécutifs, et là on travaille aussi bien, si vous voulez, des questions d'addiction, mais aussi l'insertion dans la société civile, avec recherche éventuellement d'un hébergement ou d'un logement, recherche d'une formation professionnelle ou d'un emploi. On a dans ces deux établissements-là donc un accueil mixte, donc avec des personnes qui peuvent intégrer la structure sur un établissement, et puis on a également un accueil dédié à des femmes enceintes et ou avec des enfants de moins de 3 ans. Donc là, avec un travail en plus autour de la question de la parentalité ou effectivement de la reprise de contact avec des enfants qui seraient placés. On comprend très bien le travail considérable que vous faites. Qu'est-ce qui est le plus difficile finalement dans cette mission? Est-ce que c'est réussir à recréer une relation, du lien entre eux et les professionnels? Le plus compliqué, non. Alors, évidemment, il y a l'étape de la mise en confiance des personnes pour pouvoir commencer à enclencher un processus de soins. Mais le plus difficile, si vous voulez, c'est de ne pas avoir de relais sur l'extérieur suffisant. C'est-à-dire que quand on accompagne certaines personnes, notamment avec une recherche, par exemple, d'un hébergement, c'est de ne pas avoir de solution pérenne à la sortie, par exemple. Ou est-ce qu'il implique qu'il pourrait retomber dans les travers, quoi. Oui, d'accord, oui. Absolument, absolument. Donc c'est pour ça que là, si vous voulez, il y a au niveau des pouvoirs publics, il y a véritablement une orientation pour essayer aussi de trouver des solutions. Par exemple, avec ce qu'on appelle un chez-soi d'abord, qui est de pouvoir donner l'accès à un logement d'une manière inconditionnelle à des personnes qui, après justement, du fait d'avoir cet abri-là, adhèrent à une démarche de soins, si vous voulez. Je crois savoir que vous menez aussi des actions de proximité dans la rue, dans les espaces festifs, dans les lycées, les collèges, les missions locales. C'est quoi là? C'est plus de la prévention ou c'est quoi? C'est de la prévention et puis c'est de la réduction des risques. Alors prévention pour ceux qui effectivement sont pas ont un risque potentiel, donc ont commencé des premières expérimentations mais ne vont pas nécessairement maintenir leur consommation et encore moins pour certains effectivement entrer en dépendance. Et après tout ce qui est réduction des risques, là par contre on s'adresse à des personnes qui sont dans des consommations actives et l'idée c'est d'éviter ce type de dispositif, si vous voulez, est né dans les années 80 suite par rapport à la pandémie du sida, et en fait l'idée c'est de pouvoir donner de l'information, du matériel stérile et puis un accès effectivement aux personnes notamment qui sont à la rue en allant au-devant d'elles, là où elles sont et là où elles en sont dans leur parcours, si vous voulez, pour qu'elles puissent effectivement trouver des réponses à des besoins primaires pour éviter justement qu'il y ait encore plus de dégradation de leur état de santé et in fine des risques de contamination de certaines pathologies. Par exemple, je pense à l'hépatite avec de l'échange de seringues, le cas échéant. Est-ce qu'on a des chiffres sur l'évolution, j'allais dire, du nombre de gens qui sont confrontés à ces problèmes ou pas? Alors, j'ai envie de dire qu'il y a de plus en plus et de plus en plus jeunes des expérimentateurs au niveau des plus jeunes. Après, ce qu'on peut constater comme évolution, ce sont les consommations, mais plutôt cachées des femmes, en fait. Oui, d'accord. Donc des femmes, par exemple, arrivées à un certain âge, de par des difficultés familiales ou professionnelles, qui peuvent tout à fait se réfugier dans des consommations d'alcool ou dans des produits, des traitements antidépresseurs, par exemple. Ça, c'est une population plus cachée qu'on touche à travers des permanences dans les maisons de santé. Donc il y a véritablement cette évolution. Par contre, à l'inverse, du fait de développer la prévention, qui est capitale, d'intervenir vraiment auprès des plus jeunes,
on touche 50% de jeunes femmes et 50% de jeunes hommes, ce qui permet là véritablement de pouvoir imaginer lutter contre une évolution négative, surtout des plus en retrait par rapport à la scène de soins. Bien sûr. Merci infiniment Pascale Neveu. Je rappelle que l'association Apléat ACEP a été récompensée pour son engagement social en Centre Val-de-Loire par le premier prix régional des prix de l'inspiration en ESS de la Fondation Crédit Coopératif. Merci beaucoup. C'était l'inspiration en ESS, une série d'émissions avec la Fondation Crédit Coopératif.